Je m'appelle Peggy, je suis conseillère en aromathérapie. Moi je ne fabrique pas, je ne suis pas une distillatrice, je suis une transformatrice. Je suis qu'une petite passeuse dans le maillage. Et d'ailleurs j'admire beaucoup les distillateurs, le travail qu'ils font. Je me suis formée vraiment les bases avec un pharmacien dans la Drôme, avec un institut, qui délivre un diplôme à la fin. Bon, c'est pas un diplôme reconnu, mais c'est une formation d'1 an. En fait, moi j'ose pas dire médecine parce que les médecins qui se spécialisent en aromathérapie, eux, ils peuvent parler de médecine parce qu'ils vont vraiment les distribuer à des fins médicales. Moi, je me contente de dire aux gens, ça peut vous aider à accélérer la guérison de votre rhume, mais si vous avez des problèmes de reins, des trucs et tout, là, c'est pas du tout mon domaine, quoi. Okay. Nous, ça va être plus les petits bobos courants, la décontraction musculaire, les choses comme ça. Mais on fait très attention, parce que justement, on n'est pas censé soigner. Les huiles essentielles, elles ne peuvent pas vraiment se contrarier entre elles. Je veux dire, au niveau moléculaire, au niveau utilisation, il n'y a pas de danger, en fait. Tu vois, je prends par exemple le laurier noble. Pour moi, c'est une très belle huile essentielle. C'est vraiment le couteau suisse en aromathérapie. Elle peut permettre de soigner les aftes, les petits problèmes de gencives, le mal de gorge, le mal de ventre, les douleurs. Elle a un côté antalgique. Elle contient une molécule qui s'appelle le génol, qui est un peu comme le girofle et qui va, tu vois, avoir ce petit côté anesthésiant. Au niveau de l'olfactothérapie, de l'aromacologie, c'est une huile essentielle qui stimule et qui donne du courage. Tu vois, on dit que c'est l'herbe des rois, enfin c'est l'huile des vainqueurs, hein, les lauriers de César. Je travaille avec une distillerie à côté de laquelle j'ai vécu, donc dans l'Aude, au pied des montagnes. Okay. Et je suis très contente de la qualité de leurs huiles et je sais comment ils travaillent. Ils ont quand même des petites unités de production. Donc comme ça reste des petites unités de production qui emploient 20 ou 30 personnes, c'est une bonne manière de travailler. Et on voit la différence sur la qualité de l'huile si c'est une fabrication qui est tournée autour du bio par rapport à une industrielle, tu le vois direct. Oui, puis il y a la manière dont c'est distillé aussi. Une bonne distillation, c'est une distillation lente, à basse pression, qui dure longtemps. Tu vois, qui va vraiment prendre la tête, le cœur et la queue, on dit de la distillation. On va extraire toutes les molécules de la plante en douceur jusqu'au dernier sillage, aux dernières notes. Et c'est ça qui fait que l'huile essentielle, elle est complète et qu'elle est efficace. Là, en ce moment, j'ai reçu de la rose de Damas. Ça, c'est une absolue. Ok. Et la rose de Damas, moi, c'est l'huile essentielle de rose, c'est une des plus précieuses au monde. En fait, il faut 1 million de roses fraîches cueillies à la main pour obtenir un seul litre d'huile essentielle. Wow, ah tu oui. vois, c'est un très beau chiffre. Donc ça représente des jours et des jours de travail et c'est... Enfin, il faut avoir conscience vraiment, tu vois, des petites mains qu'il y a derrière et de ce travail énorme. Dans ta fabrication, tu portes un grand intérêt à l'impact environnemental que ça a. C'est un questionnement permanent. Et en même temps, je me dis qu'il y a des huiles qui sont irremplaçables ou difficilement remplaçables. Par exemple, le Ravinsara qui vient de Madagascar, c'est comment il travaille là-bas, donc ça va, c'est correct. Mais je me questionne souvent parce que Madagascar, c'est une très belle richesse botanique et en même temps, ça reste un des pays les plus pauvres de la planète, quoi. Où vraiment les gens ont faim et où c'est des conditions de vie hyper difficiles. Donc c'est vrai que je me dis quelque part, on amène ce truc comme des petits produits de luxe pour nous. Et en même temps, il faut bien qu'eux, ils vendent leur production. Donc il faut que ce soit fait par des filières le plus transparentes possible. Donc je prends au maximum les filières ESR, c'est-à-dire équitable, solidaire et responsable. Il faut réglementer, je pense, les filières, que ça ne devienne pas un pillage en fait, comme ça peut l'être, je sais pas, pour l'or, les diamants ou les terres rares au Congo, quoi. Enfin, on peut citer le santal, par exemple, en Inde. Le santal, aujourd'hui, il n'y en a presque plus.
En fait, on a tellement exploité le santal qu'il y a même eu d'énormes trafics, encore une fois pour les besoins de la parfumerie, et parce que c'est un bois précieux, très, très parfumé, très odorant. Donc aujourd'hui, l'huile essentielle de santal, moi j'arrête, je ne veux plus en distribuer. On en trouve encore, elle est très chère. Donc là, l'Inde a replanté beaucoup de bois de santal et a protégé d'ailleurs les cultures. Mais il y a encore des trafics et des... Enfin voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Alors le top du top, c'est les huiles des plantes sauvages. Mais là aussi, encore une fois, il ne faut pas surexploiter. Il y a quelques années, l'arnica, il était menacé. Il y a une très belle huile essentielle que j'utilisais à l'époque, que je n'utilise plus par exemple, c'est le nard de l'Himalaya. C'est un calmant du cœur très très puissant. Et j'ai vraiment réussi parfois à passer des crises d'angoisse aux gens avec. J'arrivais, enfin je la mettais en petite quantité dans un mélange et c'était assez fabuleux. Mais hélas, le nard il a été surexploité, notamment en Inde, et puis pour les besoins de la parfumerie. Donc aujourd'hui, il est classé sous convention CITES, espèce protégée, on n'y touche plus, on le laisse tranquille. Ouais.